PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, qui est l'émission 100% immobilier de Sud Radio avec Marc Ezrati, et on démarre tout de suite sur le Mac de la semaine. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendances de l'immobilier. avec mon expert rénovation énergie. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Il y a quelques semaines, Emmanuelle Wargon, la ministre en charge du logement, déclarait que la maison individuelle était un non-sens écologique, économique et social. Une réaction qui a provoqué de nombreuses réactions de la part des constructeurs. Alors, est-ce vraiment la fin des maisons individuelles? On posera la question aujourd'hui à Damien Errand, il est président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles. Et à Laetitia Caron, elle est directrice générale du groupe PAP. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors, si je comprends bien, les Français, bientôt, ils pourront plus construire leur maison individuelle. Bon, alors je pense qu'il faut quand même tout de suite rassurer les Français. Ils pourront bien continuer de construire leur maison. C'est le rêve des ménages, la maison individuelle, encore plus après les périodes confinées qu'on a connues et qui ont montré vraiment à quel point l'espace, l'environnement, l'accès à un extérieur sont essentiels pour la plupart des Français. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on constate, c'est que la part de recherche des maisons individuelles ne cesse de progresser. Elle est plus forte encore aujourd'hui qu'avant la pandémie. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que clairement, les propos d'Emmanuelle Wargon ont été très technocrate et très maladroit. Elle les a corrigés par la suite, mais en tout cas, je crois qu'il n'est pas question d'interdire la construction de maisons individuelles. Bonjour Damien Errand. Bonjour. Alors, du coup, l'avenir, c'est quoi? Plus aucune maison individuelle et tout le monde dans un logement collectif? Écoutez, pour tempérer un peu le enthousiasme de Laetitia, la réalité, c'est qu'en prononçant en fait les mots qu'elle a prononcés, la ministre du Logement, donc Emmanuelle Wargon, elle a simplement exprimé publiquement une mode de pensée, en fait, un peu technocrate, c'est vrai, mais qui circule depuis une dizaine d'années, en fait, parmi les élites parisiennes et pour lesquelles le logement individuel devrait bientôt être réservé à l'apanage de quelques-uns. Depuis maintenant une dizaine d'années, toutes les orientations du logement ont été prises, et ça c'est vrai, pour favoriser le logement collectif au détriment du logement individuel. En matière de normes thermiques, en matière de normes environnementales, en matière d'aide à l'accession à la propriété, toutes les orientations prises ont visé à développer le mode d'achat collectif au détriment de l'achat individuel. Et ça pose en fait un autre problème au gouvernement, parce que malgré tout ce qu'il a pu entreprendre, la maison individuelle neuve, après s'être enlevé quasiment toutes les aides dont elle pouvait bénéficier, elle se porte aujourd'hui bien mieux que le logement collectif, qui lui, en fait, des aides, il en a besoin plus que jamais. Et là, la raison pour ça, elle est claire, c'est que les Français, ils veulent une maison. Et ça, il va bien falloir que le gouvernement l'entende un jour. Laetitia Caron, pour vous, c'est quoi l'avenir? L'avenir de la maison, alors ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une diminution de la surface des terrains par rapport à ce qui se faisait dans le passé. La maison des années 70 avec 1000 mètres carrés de terrain, je crois que c'est terminé. Ça, c'est d'une part parce que le foncier se raréfie, donc les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années, et puis aussi parce que les gens, ils veulent profiter d'un extérieur, mais ils veulent plus passer des heures et des heures à entretenir. Et à passer leur week-end à faire du jardinage. Ils veulent pas embaucher un jardinier non plus. Non plus, parce que ça coûte cher, un jardinier. Et puis parce qu'ils veulent pas forcément s'éloigner énormément des agglomérations. Donc globalement, l'avenir, il est plutôt à une maison de 100-150 mètres carrés sur un terrain de 500 mètres carrés, dans un lotissement qui va mixer des maisons, des petits immeubles et l'accès à des services pour faciliter le quotidien. Damien, des lotissements qui mélangent des services associés, des petits immeubles, des maisons, c'est ça la solution pour vous? Alors ça peut être un élément de réponse, mais le fond du sujet, en fait, c'est qu'il ne faut pas dicter aux Français où ils doivent habiter et surtout sous quelle forme. Alors, en matière de logement, il faut du collectif, il faut du social. C'est souvent d'ailleurs en collectif que le social se fait, malheureusement. Et il faut de l'individuel parce que les gens en veulent. Là où il n'y a pas débat avec les pouvoirs publics, c'est que tout le monde s'accorde sur une chose, c'est qu'il faut construire plus dense que par le passé. Et donc pour ce faire, la forme d'habitat, que ça soit la maison ou l'appartement, c'est pas un problème. Le sujet à régler, le problème à régler, c'est en fait les règles d'urbanisme. Aujourd'hui, la plupart des clients, quand ils veulent acheter une maison, ils veulent un terrain plus petit.
Et les constructeurs n'ont aucun problème à ça parce que ça solvabilise les clients. Ce qu'il faut, c'est que les règles en fait qui régissent les octrois de permis de construire intègrent cette possibilité. Et ça, bien souvent, c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. C'est vrai que notamment quand on commence à construire de nouveaux programmes dans un centre-ville, vous pouvez avoir quelques mots à dire avec un ABF, un architecte des bâtiments de France ou d'autres réglementations. Justement, restez avec nous les amis. On se retrouve dans quelques minutes sur Sud Radio. On parle IMO, l'émission 100% immobilier. On parle de la maison individuelle. Est-ce que c'est has-been ou pas? Est-ce que ça appartient au passé ou au contraire est-ce que c'est l'avenir? Et vous préférez quoi d'ailleurs? Vous qui nous écoutez sur Sud Radio, habitez en appartement ou habitez dans une maison avec jardin? On en parle dans quelques minutes sur Sud Radio. À tout de suite. Pourquoi suis-je toujours trop pressé? Pourquoi suis-je toujours trop pressé? On parle IMO, c'est l'émission 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Ezrati. Ce matin, on parle de la maison individuelle en compagnie de nos invités. Damien Errand, président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles et Laetitia Caron, comme toutes les semaines, directrice générale du groupe PAP. Marc. Et oui, on l'a rappelé tout à l'heure, Emmanuel Vargon avait fait une déclaration pour expliquer que les maisons étaient un non-sens individuel, étaient un non-sens écologique, social et économique. Pour nos invités, au contraire, la maison a de l'avenir, la maison, c'est ce qui plaît aux Français. Laetitia Caron, je voulais savoir, la densité, il paraît qu'on peut, si on parle de densité, on peut mettre autant de gens dans un lotissement urbain que dans un ensemble collectif. Comment est-ce possible? Expliquez-moi. Alors en effet Marc, en matière d'urbanisme, on va souvent penser que les grands ensembles collectifs permettent de loger plus d'habitants que dans un lotissement. Et les grands ensembles collectifs, c'est pas forcément ce dont les gens ont envie aujourd'hui. Et en plus, ceci est faux, puisque plusieurs études le démontrent. Globalement, si on prend un terrain d'1 hectare, on va pouvoir mettre autant de logements selon qu'on opte pour un immeuble de grande hauteur, parce qu'un immeuble de grande hauteur, autour, va falloir du dégagement, donc on ne pourra rien construire. Si on met des maisons alignées en lotissement ou si on met un mix de petits immeubles collectifs et de maisons groupées. Et ce dernier cas, le mix de petits immeubles et surtout de maisons, ça permet de répondre aux aspirations des Français en termes d'habitat. Alors pas que, mais en tout cas ça permet de loger des gens en maison, notamment en mettant en place des quartiers verdoyants et aérés qui permettent aussi de proposer un ensemble de services avec un accès facilité. Damien Errand, c'est quoi le modèle de la maison individuelle? Est-ce qu'il y a un modèle de maison individuelle? Alors si on parle du produit maison, il n'y a pas un modèle de maison, il y a des modèles de maison, parce qu'on construit en fait différemment en fonction des régions. Il y a des régions où on construit sur des terrains qui sont encore grands, donc là la préférence des clients c'est de construire plutôt ce qu'on appelle du plein pied, mais de plus en plus, c'est vrai, on construit sur des terrains qui sont de taille plus petite, donc là des étages. On construit effectivement des maisons à étages. Il y a des régions de France plutôt urbaines où on construit sur des terrains qui font 170 mètres carrés, donc c'est des surfaces qui sont vraiment réduites, et dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle des R+1, donc des maisons de ville qui sont en général mitoyennes. La maison urbaine, c'est pas une nouveauté en fait, on en faisait déjà il y a de ça 100 ans. La vraie nouveauté en ce qui concerne la maison, c'est qu'on construit des maisons avec des pièces qui sont plus spacieuses, avec plus d'ouverture, pour plus de lumière à l'intérieur. Il y a des demandes qui sont fortes pour les celliers, par exemple, pour des chambres parentales avec des dressings ou des salles d'eau. Voilà, donc c'est plus de confort. Laetitia Caron, qu'est-ce que doit être le rôle de l'État aujourd'hui? Est-ce que favoriser un développement harmonieux urbain, d'accord, mais comment? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points dans le rôle de l'État. D'abord, il faut qu'il simplifie les règles et les contraintes d'urbanisme pour faciliter l'exploitation des parcelles disponibles dans les zones urbaines et périurbaines. Aujourd'hui, il y a beaucoup de PMU, je suis désolée. Oui, beaucoup de PMU, c'est pas grave, mais les pronostics épiques de Sud Radio, on les retrouve sur sudradio.fr, je le rappelle. Beaucoup de PLU imposent des règles extrêmement contraignantes de distance ou d'interdiction de mitoyenneté qui permettent pas de construire sur des petites parcelles, et ça c'est dommage. Il y a ensuite une vraie question à faciliter et à favoriser la rénovation de maisons existantes, parce qu'il y a beaucoup de villes petites ou moyennes où il y a beaucoup de maisons à vendre en mauvais état et qui ne sont pas forcément rachetées alors qu'il y aurait matière à les rénover. Et ça peut limiter l'étalement urbain tout en redynamisant les petites villes. Surtout les centres-villes d'ailleurs. Exactement. Alors ça passe par exemple par des aides à la rénovation, la simplification de certaines normes. Et puis, moi, je voudrais quand même dire que mettre l'artificialisation des sols uniquement sur le dos de la maison individuelle, c'est un peu facile.
Je pense qu'il y a une vraie question sur la multiplication des zones commerciales qui explosent dans les périphéries des centres-villes, qui mangent beaucoup d'espace, qui incitent d'ailleurs les gens à s'éloigner encore plus parce qu'il n'y a plus d'intérêt à être en centre-ville quand il n'y a plus de commerce en centre-ville. Et ça, donc, ça défigure nos territoires. Et peut-être qu'il y a une vraie réflexion à avoir aussi là-dessus. Ça pourrait rendre du terrain disponible pour la construction de maisons. Damien Errand, est-ce que la maison individuelle, elle a dit son dernier mot? Alors moi je crois que c'est surtout les Français en fait qui n'ont pas dit leur dernier mot et que nos dirigeants ils vont pas pouvoir continuer longtemps à mener une politique du logement qui va à l'encontre de ce qu'on veulent leurs concitoyens. Il y a 58% des Français qui vivent dans une maison individuelle et il y en a 75% qui voudraient une maison individuelle. Donc une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a des réalités qui s'imposent. On sait ce qu'on veut en tout cas. Exactement. Donc voilà, si on veut résumer rapidement, Damien Errand, vous l'avez rappelé, les Français, ils aiment leur maison. Ils sont d'ailleurs 58% à y vivre et 75%, vous l'avez dit, à en vouloir une. Et pour vous, Laetitia, vous l'avez dit, il y a urgence à rénover les maisons, puisqu'il y a encore beaucoup de maisons à vendre qui sont en mauvais état. Et à simplifier les normes. Merci à tous les deux. Et peut-être aussi à faire attention aux zones commerciales en sortie de village. Je vous avais dit que ça prenait de la place, Laetitia. On peut rajouter aussi qu'est-ce que c'est moche à la sortie de la moitié de nos villages dans ce pays. Tout de suite, on passe au journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence avec Marc Ezrati et la fin du questionnaire de santé pour les clients du Crédit Mutuel et du CIC. Exactement, ça a été l'actu de la semaine. Vous avez moins de 62 ans, votre projet d'achat immobilier est inférieur à 500 000 €, vous achetez en résidence principale et vous êtes client obligatoirement, c'est le petit truc en plus, depuis 7 ans au Crédit Mutuel ou au CIC. Alors pour vous, le questionnaire de santé, c'est terminé. On verra si d'autres banques leur emboîtent le pas. Alors les surprimes liées au questionnaire, Marc, de santé, elles peuvent représenter un sacré budget. Sacré budget. Si vous empruntez 160 000 € à votre banque et que vous êtes en bonne santé, l'assurance emprunteur vous coûtera 12 000 € en moyenne. Si par contre vous êtes atteint d'une pathologie comme une séropositivité au VIH, cette assurance emprunteur, elle sera en moyenne de 24 000 €. Deux fois plus cher. 2 fois plus cher. Et alors, attention, si vous êtes atteint d'une pathologie beaucoup plus lourde, comme une myopathie par exemple, cette surprime pourrait atteindre 60 000 €, soit quand même plus de 35% de la somme totale empruntée. En gros, si vous êtes malade, avec ce système-là, vous ne devez pas emprunter. On ne vous laisse pas emprunter. Exactement. On finit le journal, Marc, avec l'annonce de la semaine que vous avez sélectionnée chez notre partenaire Gardien Recrute. Et aujourd'hui, on parle d'une copropriété de 161 lots qui est située dans le 7e arrondissement de Lyon, qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble. Vous justifierez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire. Vous êtes organisé, autonome et dynamique. C'est un poste en CDI qui est à pourvoir début 2022. Vous disposerez d'un appartement 3 pièces de 65 mètres carrés. La rémunération reste à négocier. On retrouve cette annonce sur gardienrecrute.com. Merci beaucoup Marc Ezrati pour ces infos. Tout de suite, on retrouve l'instant Réno. C'est avec Céline Chahi. Par l'IMO jusqu'à 10h, on se retrouve avec Marc Ezrati, bien sûr, en compagnie de Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP pour le coaching IMO. Et cette semaine, avec Laetitia, on va parler d'une option qui intéresse de plus en plus de Français, agrandir sa maison. Alors, première question, Laetitia, pourquoi ce type de projet suscite-t-il de plus en plus d'engouement chez les Français ? Une réponse est simple, Marc, la crise sanitaire, encore et toujours. Même si on ne peut pas tout mettre sur son dos, mais ça a quand même accéléré les vocations. Bon, le premier confinement en particulier a été l'occasion pour beaucoup de Français de voir les limites et les défauts de leur logement, ce qu'elle n'est pas, les mètres carrés qui manquaient. Il y en a pas mal qui ont envisagé et décidé même de déménager, et d'autres qui se sont contentés de faire des travaux ou de changer de mobilier. Et puis dans l'éventail des solutions, l'extension de la maison s'est vite imposée. Surtout auprès de ceux qui vivaient déjà en maison, qui s'y plaisent, qui n'avaient donc pas forcément envie de déménager. Donc, agrandir sa maison, c'est une alternative au déménagement, en 2 mots. Oui, ça peut l'être. Disons que ça permet de changer de maison sans vraiment changer de maison. Et puis, en plus, c'est moins lourd que d'avoir à gérer la mise en vente, un nouvel achat ou justement un déménagement. Alors, je voudrais pas non plus dire que c'est pas lourd du tout, parce qu'une extension, ça se fait pas comme ça. Il y a des règles d'urbanisme à respecter, avec beaucoup de formulaires à remplir, des instructions administratives, des délais incompressibles. Et tout ça, c'est avant même le début des travaux. Donc, si on cumule l'administratif et les travaux, on se rend compte que c'est pas non plus une promenade de santé. Ouais, alors justement, on va en parler. Elles disent quoi, ces règles d'urbanisme ?
Alors, elle détermine le nombre de mètres carrés que vous avez encore le droit de construire sur votre terrain, compte tenu de la superficie actuelle de votre maison, la hauteur à ne pas dépasser si vous envisagez de la surélever, le recul minimum à respecter par rapport à la chaussée ou au terrain voisin, ou encore les places de parking que vous devez éventuellement conserver, puisque vous devez justifier un certain nombre de places de parking. Bref, avant de commencer à imaginer votre projet, il faut consulter le plan local d'urbanisme, le PLU, de votre commune. Ça vous permettra de savoir ce qui est envisageable ou pas. Pour avoir des infos plus détaillées, vous pouvez demander un certificat d'urbanisme d'information en remplissant un formulaire CERFA. Ce certificat que la mairie doit vous délivrer dans un délai d'1 mois indique précisément les règles à respecter sur votre parcelle. Mais dites-moi, j'imagine qu'avec tout ça, on est obligé de passer par un architecte. Alors, pas forcément. En fait, le recours à l'architecte, il n'est obligatoire que si la surface de votre maison, après travaux d'extension, dépasse 150 mètres carrés. En dessous, vous êtes libre de gérer ça vous-même avec un entrepreneur ou un constructeur. Donc, une fois qu'on a consulté le plan local d'urbanisme, le PLU, et qu'on a obtenu un certificat d'urbanisme, là c'est bon, on peut lancer les travaux. Eh ben non, Marc, pas immédiatement. Je suis rabat-joie ce matin. Il y a des règles, c'est important. Oui, il va falloir faire soit une déclaration préalable de travaux, soit solliciter un permis de construire. Ça dépend de la surface de l'extension que vous envisagez et si vous êtes situé dans un périmètre sauvegardé. En gros, si vous agrandissez de moins de 5 mètres carrés, là, il n'y a aucune autorisation, sauf si vous touchez à l'aspect extérieur du bâtiment existant. Entre 5 et 20 mètres carrés, il faut faire une déclaration préalable à laquelle la mairie doit répondre sous 1 mois. Et au-delà de 20 mètres carrés, selon les communes, ça va être soit une déclaration préalable, soit un permis de construire, pour lequel, là, la mairie a 2 mois pour vous répondre. Dans tous les cas... Il faut vraiment impérativement afficher sur votre clôture depuis la rue un panneau qui reprend les caractéristiques du projet pour qu'il soit opposable au tiers. Et après tout ça, on peut commencer les travaux? Eh bien, pas encore. Tant que tous les délais ne sont pas purgés, il ne faut absolument pas commencer les travaux, sous peine d'avoir à le regretter après et d'être bloqué. Et puis, il faut également s'assurer qu'il n'y a pas de recours des voisins qui, par exemple, pourraient estimer que votre extension va les priver de soleil ou d'une vue. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, est-ce que enfin on peut démarrer les travaux? Alors là, oui, Marc. Bonne nouvelle. Il y a un peu d'administratif. On démarre quand même. Au bout de 10 ans, normalement, on y arrive à peu près. Si je suis ironique. Alors, on démarre, on fait ses travaux et après, il y a encore un peu d'administratif à faire puisque à la fin des travaux, vous avez 90 jours pour envoyer à votre mairie la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Et si vous avez créé plus de 5 mètres carrés, il vous faudra débourser 2 taxes, la taxe d'aménagement et la taxe d'archéologie. Ouais. Bon, merci en tout cas Laetitia. On comprend bien que si une extension, ça peut être une bonne solution à étudier. La réalisation, ça se fait pas sans un claquement de doigts. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent eux aussi bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr. Allez, tout de suite, on va faire un tour à Bordeaux. Bonjour Cyril Gallon. Bonjour. Consultant immobilier chez Foncière Transactions à l'agence foncière des Chartrons, c'est à Bordeaux, c'est Courportal au 70. Vous avez un bien coup de cœur à nous présenter, on vous écoute. Tout à fait, un appartement qui est situé sur le cours du Médoc, dans une résidence des années 80. Cet appartement est juste en dessous de 300 000 €, donc c'est un coup de cœur et un prix attractif, connaissant le marché de Bordeaux. Et c'est bien en plus complété d'une place de parking et d'un balcon de 15 mètres carrés. D'accord. Vous l'avez dit, c'est un bien à 299 000 €. Tout à fait, 299 000 €. Tout à fait, oui, tout à fait. Qui présente de beaux volumes, qui est assez spacieux et très lumineux surtout. Ouais. Bon, alors du coup, si on a envie de découvrir ce bien, on va vous voir. Votre agence, elle est située au 70 Courportal, c'est à Bordeaux. C'est dans le quartier des Chartrons. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes consultant immobilier chez Foncière Transactions. Les images de ce bien, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut aussi contacter notre standard au 0826 300 300. Et puis on rappelle aussi que Bordeaux est une des plus belles villes de France. Merci à vous Marc Ezrati. Tout de suite, 48 secondes pour convaincre, c'est avec Frédéric Fougera. Bonjour Céline Chailly, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, aujourd'hui nous allons aborder la thématique du confort intérieur, car avec le confinement, nous avons tous envie d'un intérieur plus confortable, notamment sur le plan de l'isolation thermique, mais pas seulement, sur le plan acoustique aussi. Fini le froid, mais aussi les bruits intérieurs et extérieurs. Nous accueillons aujourd'hui Katia Léal. Katia, vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Bonjour Katia. Bonjour. Alors Katia, depuis le 1er novembre, nous sommes entrés dans la période la plus froide de l'année. Comment améliorer le confort de son logement pour mieux lutter contre le froid ?
Eh bien, cette période déjà dure 5 mois, de novembre à mars, et ce n'est pas rien. Alors autant bien s'armer pour vivre un hiver confortable dans son logement. Thomas vous a déjà parlé du 19-20 degrés pour se sentir bien chez soi, mais il y a aussi un autre critère à prendre en compte, c'est le ressenti. Et les sensations d'humidité ou les courants d'air vous poussent à augmenter la température de votre chauffage. Et vous n'en ressentez même pas le bénéfice. Par contre, c'est votre portefeuille qui verra la différence, Céline. Pour limiter ces sensations, il faut surveiller la température de vos murs, le taux d'humidité. Je vous propose quelques petites astuces temporaires pour limiter ces effets d'inconfort. En 1, pour conserver la chaleur, on ferme ses volets dès la nuit tombée. On ne couvre pas ses radiateurs avec des rideaux ou pire du mobilier. Pour lutter contre les murs froids qui sont sur l'extérieur avec une fenêtre, habillez-les de rideaux épais ou de lambris et de tapis pour le sol pour ne pas être en contact direct avec le froid. Pour gérer le taux d'humidité en 3, pensez à aérer les pièces régulièrement et même en hiver. Coupez votre chauffage et aérez pendant 10 minutes. Ces quelques astuces vous aideront à limiter temporairement la sensation de froid, mais pour des solutions plus durables et plus efficaces, pensez à la rénovation énergétique. Merci Katia. Tiens, allez, avant de se quitter, Marc, une dernière info, je sais que vous en êtes friand. Alors, les panneaux solaires qu'on connaît tous passent en mode esthétique et design parce qu'ils font souvent tâche, il ne faut pas le cacher, voilà, ils font souvent tâche sur le toit. Les fabricants ont fait évoluer leur silhouette et leur design. Désormais, les modèles de panneaux photovoltaïques se déclinent en couleur terre cuite. Voilà, terre pour cuite. mieux, sur les toits en tuiles. Exactement, du coup, ils se fondent complètement dans le décor. Merci Céline Chailly, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. À bientôt, Marc. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, à qui me fier pour la rénovation énergétique de ma copropriété ? Bonjour Marc. Si vous souhaitez engager des travaux de rénovation énergétique dans votre immeuble, pour commencer, sachez que le gouvernement propose des aides importantes à travers le programme MaPrimeRénov' Copropriété. Maintenant, comment aborder le sujet et vous faire accompagner ? C'est le rôle de votre syndic que de vous accompagner. Bon, si vous avez fait le choix de gérer vous-même votre immeuble sous la forme d'un syndic bénévole, eh bien, j'ai envie de vous dire, tant pis pour vous, débrouillez-vous. Mais si votre immeuble est géré par un syndic professionnel, je vous rassure, c'est le cas de 95% des immeubles, le gestionnaire de votre syndic va pouvoir vous accompagner. Pour prendre l'exemple que je connais le mieux, celui de Foncia, 1500 gestionnaires ont été formés par la CoPro des possibles afin de pouvoir accompagner les copropriétés que nous gérons dans leur projet de rénovation énergétique. Et les 70 référents qui épaulent ces gestionnaires ont tous bénéficié d'une formation renforcée par les copros vertes. Voilà Marc, avec un syndic professionnel, vous n'êtes pas seul pour aborder la rénovation énergétique. Le rôle de votre syndic est de vous informer sur les possibilités de travaux de rénovation énergétique à réaliser dans votre immeuble et sur les opportunités de financement qui peuvent exister. Il mobilisera pour vous les bons partenaires de proximité à sélectionner votre projet de rénovation énergétique. Merci Frédéric Fougera, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. On peut aussi retrouver des informations sur la copropriété dans l'ouvrage Copropriété 50 questions essentielles paru aux éditions Bréal by Studyrama.